webinaire. Donc, bonjour à toutes et tous et merci de participer à ce tout premier webinaire sur l'analyse de cycle de vie ou ACV organisé par Valbiome aujourd'hui. Je m'appelle Lola Brousmich et je serai l'animatrice d'aujourd'hui. Je suis ingénieure en chimie et je travaille chez Valbiome depuis bientôt 2 ans sur les thématiques d'ACV et de biométhanisation. Ma collègue Aurore Leprêtre, qui se cache derrière le petit logo Valbiome ASBL sur cette présentation Zoom, s'est occupée de votre inscription et m'accompagnera pour gérer la partie questions-réponses. Alors, pendant ce webinaire, pendant ce webinaire, vous aurez accès aux interactions pendant l'événement via Zoom en interagissant avec les boutons qui se trouvent au-dessous de l'écran de présentation. Pour les faire apparaître, il vous suffit de survoler avec la souris le bas de la fenêtre de conférence. Pour vos questions, vous pouvez les poser via l'onglet « Questions-réponses » qui se situe au bouton Q et R. Pour toute autre remarque ou pour converser avec les autres participants, vous pouvez utiliser le bouton « Converser ». Avant de commencer, je tiens à rappeler que vos questions seront traitées dans la mesure du possible lors de la session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Si nous n'avons pas eu l'occasion de répondre à votre question, je vous invite à me l'adresser directement via mes coordonnées qui apparaîtront à la fin de la présentation. La présentation PowerPoint qui est utilisée pour ce webinaire vous sera envoyée par mail dans les jours qui suivent. Et tout le contenu est soumis, bien entendu, aux droits d'auteur. C'est pourquoi nous vous demandons donc de ne pas enregistrer ni de diffuser son contenu sans autorisation préalable. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Valbiome, je vais faire une petite introduction. Donc, Valbiome, nous sommes l'ASBL wallonne qui traite de la valorisation non alimentaire de la biomasse. Et notre mission est de stimuler et faciliter la concrétisation d'initiatives durables intégrant la production de biomasse et sa transformation en énergie et ou matériaux. Voici l'ensemble des thématiques que nous traitons, donc qui concernent les bioénergies, à savoir le bois énergie et agrocombustibles, ainsi que la biométhanisation, mais également les produits et matériaux biobasés, en allant des molécules à haute valeur ajoutée jusqu'à, par exemple, la fibre textile. Et bien sûr, en amont de toutes ces valorisations, nous nous occupons également de la production de la biomasse, que ce soit sur terrain agricole ou sur site marginal. Nos axes de travail sont les suivants. Stimuler l'échange d'expertise et la collaboration entre les professionnels du secteur, via notamment notre réseau de presque 200 membres. Nous accompagnons également les porteurs de projets de la conception à l'aboutissement de leurs projets, qu'il s'agisse de projets en bioénergie ou en matériaux. Nous veillons à inspirer, conseiller et outiller les autorités publiques au travers de nos études et analyses de fond. Nous travaillons également à identifier et stimuler les nouveaux débouchés porteurs pour le secteur primaire. Nous avons à cœur de sensibiliser les publics à une économie biobasée et donc cela passe également par la réalisation de webinaires comme celui auquel vous assistez aujourd'hui. Et nous souhaitons être le centre d'information de référence du secteur et offrir une expertise scientifique de qualité. Pour réaliser ces objectifs, nous sommes donc une équipe de 14 composée d'ingénieurs ainsi que d'une cellule de communication. Et donc, si vous avez une question sur un projet biomasse, parmi les différents domaines que j'ai pu citer, eh bien, n'hésitez pas donc à me contacter
ou à contacter l'un de mes collègues de l'équipe qui se fera une joie de répondre à vos questions. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le webinaire ACV d'aujourd'hui. La première partie de ce webinaire sera donc une présentation du pourquoi réaliser une ACV, quel est l'intérêt pour votre entreprise, pour vos produits et services, au travers d'une définition de l'analyse de cycle de vie, mais également d'une présentation de ce à quoi ressemblent les résultats et comment utiliser efficacement ces résultats. Dans un second temps, une partie un petit peu plus scientifique, technique sur comment réaliser cette analyse de cycle de vie, les 4 étapes qui la constituent. Ensuite, je vous présenterai les services que Valbium vous propose autour de cette ACV et comment nous pouvons vous accompagner pour vous permettre d'en tirer un maximum de bénéfices. Et nous terminerons bien sûr par une session de questions-réponses, comme je l'ai précisé au début. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous invite donc à poser vos questions dans l'onglet « Questions et réponses » qui se trouve en bas de la fenêtre conférence de Zoom. Et nous tenterons de répondre aux questions de chacun à la fin du webinaire. Si nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous les renvoyer par mail et je me ferai un plaisir d'y répondre par la suite. Alors, la première partie, pourquoi réaliser une ACV? Eh bien, l'ACV, dans un premier temps, c'est, comme vous le savez probablement, une analyse de cycle de vie. Et c'est donc une méthode d'évaluation normalisée qui permet de réaliser un bilan environnemental, multicritère et multi-étapes d'un système sur l'ensemble de son cycle de vie. Dans cette définition, il y a différentes notions qui sont importantes, qui permettent de différencier l'analyse de cycle de vie d'autres méthodes de comptabilisation des impacts environnementaux. Dans un premier temps, l'analyse de cycle de vie est une méthode qui est normalisée et en l'occurrence soumise à des normes internationales ISO sur lesquelles je reviendrai par la suite. Il s'agit d'un bilan, c'est-à-dire du résultat d'un état suite à un inventaire. Et cet inventaire sera également défini par la suite, en sachant qu'un bilan peut donner un résultat positif ou négatif qui résulte de la différence entre les entrées et les sorties du système. Le système, ici, étant considéré sur l'ensemble du cycle de vie du produit, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières, en passant par la transformation, l'utilisation, le transport, jusqu'à la fin de vie des produits. C'est donc ce qu'on appelle une approche du berceau à la tombe. C'est une analyse qui se veut multicritère. Donc, la différence principale que l'on va constater par rapport à ce qu'on appelle classiquement un bilan carbone, c'est-à-dire qu'ici, on va prendre en compte d'autres critères en plus de l'impact des gaz à effet de serre. Donc, on va considérer différents indicateurs d'impact qui vont notamment comptabiliser les impacts sur la santé, qui ne sont pas du tout repris dans ce qu'on peut retrouver dans un bilan carbone, par exemple. Et donc, comme je le disais, on a une analyse multi-étapes, c'est-à-dire que chaque étape du cycle de vie va être prise en compte. Ce qui nous permet notamment de comparer différents scénarios, par exemple, sur un cycle de vie d'un produit A et d'un produit B, on peut faire varier l'étape de fin de vie et comparer, par exemple, le recyclage avec la mise en décharge. Quelles applications sont donc possibles pour une ACV? À quoi cela va-t-il me servir dans mon entreprise? Eh bien, il y a différentes perspectives d'utilisation. Dans un premier temps, l'analyse de cycle de vie va permettre d'identifier les processus les plus impactants.
C'est-à-dire qu'on va mettre en évidence à quel moment, à quelle étape du cycle de vie les impacts sont les plus critiques et également de quels processus ou matériaux ils sont issus. Grâce à cette démarche, on va pouvoir développer ou redévelopper des produits selon une démarche d'éco-conception. C'est-à-dire que l'on va pouvoir faire des choix de conception basés sur des critères environnementaux ou de santé. Et donc, par exemple, privilégier un matériau par rapport à un autre ou privilégier une source d'énergie par rapport à une autre. Et voir quelle sera la proportion de bénéfices de la réduction d'impact et ainsi hiérarchiser les objectifs d'éco-conception. Cette démarche permet également de comparer des produits ou des nouveaux processus dans une démarche de benchmarking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir évaluer le bénéfice environnemental d'une nouvelle méthode de production, par exemple dans ce qu'on appelle maintenant les procédés de chimie verte, par rapport à un procédé de chimie classique pétrosourcée. C'est également une étude qui permet de comparer des produits entre eux et donc, par exemple, de se positionner avec un avantage concurrentiel. Ce positionnement se fait bien sûr au travers d'une communication et donc il faut pouvoir communiquer de manière efficace sur les résultats de son analyse de cycle de vie, ce qui permet de crédibiliser la performance environnementale de votre produit ou service. Et ces résultats d'analyse de cycle de vie, cette communication permet parfois d'accéder à certains labels. Renforcer l'état des connaissances, eh bien, évidemment, pour toute entreprise, c'est important vis-à-vis de la législation, vis-à-vis des normes environnementales, de savoir où l'on se situe et éventuellement d'anticiper l'arrivée de nouvelles législations en étant en conformité avec celles-ci. Je ferai remarquer toutefois que l'analyse de cycle de vie est un outil et donc réaliser une analyse de cycle de vie ne constitue pas en soi un projet d'éco-conception, ce qui veut dire que l'analyse de cycle de vie vous permet d'avoir les résultats qui appuieront votre démarche. Et donc, c'est le début d'un processus qui vous permettra de réduire votre empreinte environnementale. Alors, j'ai parlé de produits, mais bien sûr, l'analyse de cycle de vie peut également être appliquée aux services. Ce n'est pas parce que vous ne vendez pas un objet que vous ne pouvez pas faire un bilan, faire une analyse de votre impact environnemental de votre entreprise. C'est-à-dire que dans le service que vous fournissez à vos clients, vous allez mettre en place différentes étapes. Vous allez acquérir probablement du matériel, vous allez utiliser des ressources numériques, probablement vous déplacer, consommer du carburant, mettre en place une certaine logistique. Et tout ceci, bien entendu, a un certain impact qui peut être également comptabilisé via la méthode d'analyse de cycle de vie. Et donc, de nouveau, vous pouvez agir sur votre empreinte, même si vous développez des prestations de services, notamment voilà, en évaluant votre empreinte numérique, en évaluant aussi le carburant que votre flotte de véhicules de société utilise. Il y a différentes pistes sur lesquelles vous pouvez également travailler. Quels sont les résultats alors que l'on obtient et quel est l'intérêt de ces résultats? Eh bien, par exemple, ici, pour la production de bioéthanol hydraté, on voit dans cette étude que sur les différents impacts que je détaillerai par la suite, il est très clair que la partie bleue du graphe, donc, qui correspond à la canne à sucre, est la partie prédominante. Et donc, il est très visuel et très facile de remarquer que
dans ces étapes de production, c'est donc la canne à sucre qui a l'impact le plus important. Ces résultats peuvent être exprimés selon différentes formes pour vous permettre d'agir sur les impacts que vous considérez les plus importants pour vous. Par exemple, ici, à la 3e barre, on peut voir l'eutrophisation de l'eau douce qui est majoritairement impactée donc, par cette canne à sucre. Eh bien, c'est un point de travail que vous pouvez mettre en évidence grâce à ce résultat. Comme je le disais précédemment, il est également possible de faire des analyses comparatives entre deux produits ou processus. Et donc, la présentation des résultats peut être adaptée en ce sens pour mettre en avant les avantages ou inconvénients d'un produit par rapport à un autre. On constate donc ici sur ce type de graphique qu'il est assez facile de déterminer la différence entre le produit bleu et le produit rouge et de voir ainsi lequel aura le plus d'impact sur quel indicateur. Alors, des exemples que l'on peut retrouver aujourd'hui dans le commerce, dans la vie de tous les jours, même si personnellement je ne bois pas du champagne tous les jours, on peut remarquer donc, par exemple la société Reinhardt qui a développé un nouveau packaging 100% recyclable et bio-basé suite donc à une étude de l'ADEME. Ils ont pu déterminer que ce nouveau packaging réduisait de 60% leur empreinte carbone par rapport au packaging qu'ils utilisaient précédemment. Et donc, ils ont retravaillé sur la matière première de leur packaging, qui est maintenant entièrement conçue en fibre de cellulose, qui de plus est issue de forêts européennes éco-gérées. Il n'y a donc plus aucun plastique dans leur emballage. Et l'avantage non seulement est environnemental, mais aussi économique, puisque ce packaging en fibre de cellulose est 9 fois plus léger que le précédent et donc permet de réduire les coûts du transport. Un autre exemple ici est une tablette pour lave-vaisselle Eurotab qui a suivi également une démarche d'éco-conception dans la formulation de cette tablette et a permis d'atteindre 94% d'ingrédients d'origine naturelle et 90% de biodégradabilité. C'est un travail sur l'ensemble du cycle de vie qui a été réalisé grâce justement à l'analyse de cycle de vie. Cette étude a également permis donc, une réduction des emballages de 25%. Et donc, de nouveau, on observe une réduction du transport, une réduction également pour le volume de stock. Et donc, ce sont non seulement des gains environnementaux, mais aussi logistiques et donc économiques. Un troisième exemple est ici les véhicules roulant au GNV, donc gaz naturel, mais aussi biogaz, selon l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui a mené cette analyse de cycle de vie pour des véhicules routiers, donc tels que l'on conduit vous et moi, pour le déplacement d'une personne sur 1 kilomètre dans un contexte défini sur l'ensemble du cycle de vie. Et donc, on prend en compte jusqu'à l'extraction de l'essence nécessaire pour alimenter le véhicule, essence ou tout autre carburant. Mais donc, l'extraction du carburant fait partie du cycle de vie considéré, aussi bien que la fabrication du véhicule en lui-même, son utilisation et sa fin de vie. Et cette étude donc, a pu montrer que le bio-GNV ou bio-CNG, comme on dit plus couramment en Belgique, a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre qui est considérablement réduit par rapport aux moteurs thermiques classiques. Un dernier exemple ici, un petit peu différent, c'est l'exemple de la finance durable.
Il faut savoir que l'Europe travaille actuellement sur ce qu'on appelle une taxonomie, à savoir une manière d'évaluer l'impact des financements sur l'environnement sur base de 6 critères que vous pouvez voir repris ici sur la droite, donc notamment le changement climatique, mais également la pollution, la consommation d'eau et donc quelques autres. Et cet outil a pour but d'aider les investisseurs à choisir des produits économiques verts. Et par vert, on entend donc à faible intensité carbone. Et pour cette taxonomie, donc l'Europe travaille sur fixer des seuils de performance, à savoir que le produit financier doit donc apporter une contribution substantielle à l'un des 6 objectifs environnementaux, mais également ne pas causer de dommages significatifs aux 5 autres. C'est-à-dire qu'on retrouve ici donc, le concept d'analyse multicritère que propose l'ACV, qui est de ne pas se focaliser sur un seul impact, sans regarder si les modifications qui peuvent être apportées au produit ne vont pas nuire aux autres impacts. Et bien sûr, ici, la taxonomie prend également en compte le respect des droits de l'homme et ce type de considération sociétale. Cette taxonomie a donc pour objectif d'orienter les banques, mais aussi donc, les entreprises et les promoteurs de projets à accéder à des financements verts. Et donc, de là, il en découle l'importance pour les fournisseurs de produits et services de proposer également une offre qui soit considérée comme verte et comme durable selon les seuils de performance qui seront définis prochainement par l'Europe. Alors, maintenant, nous allons attaquer la partie un petit peu plus technique, à savoir comment obtenir ces résultats d'analyse de cycle de vie, comment ça se déroule, et également pour vous, si vous êtes amené à lire une analyse de cycle de vie, quels seront les points d'intérêt dans votre lecture, sur quels paramètres devez-vous faire attention. Pour marquer ces différents points d'attention, vous retrouverez un petit pictogramme de détective au cours de la présentation qui vous signalera les endroits qui nécessiteront votre vigilance. Alors, comme je l'ai présenté tout à l'heure, l'analyse de cycle de vie est une analyse qui est normée selon les normes internationales ISO de la famille 14 000 et donc qui régente le management environnemental. Plus spécifiquement, la normalisation de l'analyse de cycle de vie est liée aux ISO 14040, 14044 qui permettent de structurer l'analyse selon 4 étapes. Vous allez donc couramment retrouver ces 4 étapes dans tout type d'études que vous aurez l'occasion de lire. La première étape étant la définition du cadre et des objectifs. Ensuite vient l'étape d'inventaire. Suite à cet inventaire, on passe à l'évaluation des impacts et finalement l'interprétation des résultats. Toutefois, on ajoute couramment par bonne pratique une étude de sensibilité et une étude d'incertitude pour compléter l'interprétation des résultats. Et bien entendu, j'y reviendrai par la suite. Il faut savoir que c'est un processus itératif et que parfois l'évaluation des impacts, par exemple, vous amène à aller plus en détail dans certaines parties de l'inventaire. Il est donc bon parfois de faire marche arrière et c'est pourquoi ce processus est donc itératif. Alors, cette étape d'inventaire et d'analyse de l'impact, ces étapes, pardon, se réalisent à l'aide de bases de données et d'un logiciel ACV. Les plus courageux pourront très bien le réaliser sur Excel, mais toutefois, l'utilisation d'un logiciel adapté est tout de même recommandée pour plus de facilité.
et je vous présenterai tout à l'heure quelques exemples de logiciels adéquats. La première étape est donc la définition du cadre et des objectifs de l'étude. C'est une étape qui est cruciale et qui va conditionner l'ensemble de l'étude. C'est vraiment le premier point d'attention. Et c'est une étape également qui fait parfois l'objet de revues, étant donné que parfois, lorsque l'on met en place son analyse d'impact, parfois on se rend compte que la première définition n'était peut-être pas cohérente ou pertinente, et donc de nouveau, ce procédé itératif est utile et il est bon parfois de revenir à cette première étape de définition. Et donc, cette première définition, c'est l'unité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a l'habitude couramment de comparer des kilos ensemble, de comparer des mégawatts, mais en termes d'analyse de cycle de vie, on compare plutôt des fonctions. C'est-à-dire que l'on veut comparer ce qui est comparable et qu'un kilo de béton ne sera pas équivalent à un kilo de pommes dans le sens où l'un va permettre de se nourrir et l'autre de construire une maison. La fonction n'a rien à voir, même si c'est la même unité. L'objectif ici, dans cette définition d'unité fonctionnelle, est donc de comparer ce qui est comparable. Par exemple, si on veut comparer deux shampoings, il faudra également que ceux-ci aient la même fonction et donc un shampoing antipelliculaire ne pourra pas être comparé avec un shampoing pour cheveux blonds. Mais par exemple, une unité fonctionnelle pertinente serait pour un isolant mural avec des performances thermiques définies, eh bien, on peut comparer deux isolants si ceux-ci ont effectivement les mêmes performances. Et pour pouvoir les comparer, il faut également définir ce qu'on appelle le flux de référence, c'est-à-dire la quantité qui va être nécessaire pour accomplir une même fonction, à savoir la quantité pour obtenir les mêmes performances thermiques d'isolant pour couvrir par exemple 1 mètre carré de surface de mur, qui ne sera peut-être pas la même que pour 1 mètre carré de plafond. Donc de nouveau, la définition a toute son importance. Les frontières de l'étude ou limites de l'étude délimitent jusqu'où l'on va considérer les éléments du cycle de vie, c'est-à-dire prendre en compte ou non des éléments qui peuvent être, par exemple, substitués, évités ou déplacés. C'est dans ce cadre que l'on retrouve notamment les discussions très complexes sur les ILUC, à savoir le changement d'affectation des sols. Et donc, c'est quelque chose qui doit être défini dès le départ, parce que notre étude va s'arrêter aux frontières de la Belgique. Est-ce qu'on va considérer que si l'on consomme un élément pour telle nouvelle création de filière, est-ce que cet élément va manquer dans la filière où il était utilisé précédemment? Est-ce qu'on va donc considérer qu'il est remplacé par autre chose? Toutes ces frontières doivent être bien définies en amont. Et donc, ces éléments laissent tout de même à l'auteur une certaine liberté. Il est donc important de juger de la pertinence de l'unité fonctionnelle selon l'application qui vous intéresse. C'est-à-dire, comme je le disais précédemment, que si vous cherchez à vous renseigner sur l'analyse de cycle de vie d'un shampoing ou d'une crème hydratante, si la crème hydratante qui vous intéresse a certaines propriétés exfoliantes, vous devez comparer avec une crème qui aura les mêmes propriétés et pas ni plus ni moins. La deuxième étape, après avoir défini les frontières de votre système et les étapes que vous allez considérer ainsi que votre unité fonctionnelle, ce sera l'étape d'inventaire.
où vous allez alors recenser l'ensemble des entrées et sorties de votre système, et notamment tout ce qui va être transformation. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez donc lister toutes les matières premières nécessaires, en prenant également en compte, s'il s'agit de procédés agricoles, l'occupation des sols. Et également, donc, à côté des flux de matière, également les flux énergétiques. Tout ce qui sera électricité, chaleur et carburant consommés au cours des process. Les process peuvent être liés aux différentes opérations unitaires qui ont lieu tout au long du cycle de vie, donc de l'extraction à la fin de vie du produit. Par exemple, ça peut être chauffer, découper, mélanger, filtrer, mouler, un peu toutes les opérations que l'on peut imaginer. Toutes celles-ci doivent être prises en compte dans votre cycle de vie. Et grâce au logiciel d'ACV et à l'analyse d'impact, on va pouvoir traduire ces entrées en sorties, c'est-à-dire les gaz à effet de serre qui seront émis, la pollution des sols, les éventuels déchets qui pourraient être générés, mais vous devez également, bien entendu, définir les produits et coproduits qui seront générés par votre procédé, puisque c'est bien évidemment l'objectif de produire quelque chose. Donc, dans cette phase d'inventaire, vous allez lister les flux de matière et d'énergie entrant et sortant, mais également définir en quelle quantité et en quelles unités. Ces éléments peuvent être déjà présents dans les bases de données de votre logiciel ou non. C'est-à-dire que ça peut être des éléments que vous connaissez parce qu'ils font partie de vos process, ou ça peut être des éléments qu'il faut aller collecter sur le terrain, ou le cas échéant, faire une recherche plus approfondie, et certaines données peuvent être achetées à des bases de données qui ne sont peut-être pas présentes dans le logiciel que vous utiliserez. Il est important pour le choix des données de respecter la représentativité géographique et temporelle telle que vous l'avez définie dans le cadre de votre étude à la première étape. Si votre étude se base sur la Belgique à l'heure actuelle et que vous étudiez l'impact de la culture de maïs, bien sûr, les données de 1920 ne seront peut-être pas pertinentes. Et également, des données qui proviennent de Chine ne seront probablement pas pertinentes non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et bien sûr, plus les données seront locales, plus elles seront précises et de qualité. Un point d'attention et également qui peut être une difficulté lors de l'inventaire, c'est de choisir l'allocation des coproduits. C'est-à-dire que certaines, par exemple, cultures, peuvent donner différents coproduits, peuvent donner une graine ou peuvent donner également une fibre. Et donc, dans ces cas-là, il est important de allouer la valeur d'impact à chacun des sous-produits. Cette allocation peut être réalisée de différentes manières. Ça peut être une allocation économique qui rend compte de la vraie valeur que l'on accorde à la matière, étant donné que c'est la raison pour laquelle finalement on réalise cette opération, c'est-à-dire que si vous produisez deux coproduits et dont un à 80% du prix et l'autre seulement 20%, il est évident que votre production est réalisée pour le produit le plus valorisable. Donc, c'est plus reconnaissant de la réalité, mais attention, bien sûr, vu que c'est une allocation économique, elle est variable en fonction du temps, du cours des marchés,
qui peuvent être différents et donc il faut faire attention à cette représentativité temporelle. Un autre type d'allocation peut être basé sur le poids, c'est-à-dire simplement tenir compte qu'un produit est 80% du poids et l'autre seulement 20%, et donc on répartit les impacts 80-20 simplement comme ça. Mais on peut également imaginer d'autres critères selon, de nouveau, l'unité fonctionnelle que vous avez définie, selon le scope de votre étude. On peut imaginer, par exemple, une allocation sur base du volume. Tout dépend du produit que vous allez considérer et de la représentation que vous en faites. Et donc, c'est des points qui sont très importants à vérifier lorsque vous relisez une étude d'ACV. C'est de s'assurer que ces points sont en accord avec ce que vous recherchez et donc correspondent à vos besoins. La troisième étape est maintenant l'analyse des impacts, c'est-à-dire qu'il va falloir attribuer un impact à tous les éléments que vous avez listés dans votre inventaire, respectivement à la quantité que vous avez définie. Pour déterminer ces impacts, on utilise une méthode de calcul qui détermine quelle molécule va avoir quel impact sur l'environnement ou la santé, et donc sur quel indicateur. Ces indicateurs, je vous les présente juste après. Ils peuvent être impactants sur l'environnement, mais aussi sur la santé ou sur les écosystèmes. Et c'est donc la méthode qui va déterminer si une molécule impacte un indicateur ou l'autre, mais également en quelle quantité. Par exemple, 1 kg de méthane va avoir un effet sur le changement climatique. Le changement climatique est donc mon indicateur d'impact. Et en quelle quantité? Eh bien, il a été défini par le GIEC, 25 kg de CO2 équivalent sur 100 ans. Et donc, mon indicateur d'impact a une unité définie par rapport à une molécule de référence qui ici est le CO2. Les indicateurs d'impact, même s'ils possèdent des noms similaires, on peut retrouver réchauffement climatique ou changement climatique, mais ils ne sont pas toujours définis de manière identique selon les méthodes. Donc, de nouveau, c'est important de se renseigner sur la méthode utilisée dans l'étude qui vous intéresse pour être sûr que celle-ci rend bien compte de vos besoins. Et vu que les méthodes peuvent être différentes, les unités également peuvent l'être. Et donc, si nous n'avons pas les mêmes unités, bien entendu, ce n'est pas comparable. Donc, c'est également un point auquel il faut être très attentif. L'exemple ici est donc sur deux méthodes différentes. On voit d'un côté donc, la méthode ILCD et à droite la méthode RECIPE. On voit en parallèle des indicateurs d'impact qui peuvent paraître similaires, mais qui pourtant n'ont pas nécessairement les mêmes unités. Alors, changement climatique et réchauffement climatique, tout va bien, on est en kilos de CO2 équivalent pour les deux, et donc on peut comparer, on est content. Par contre, si on prend par exemple eh bien, le rayonnement ionisant, on voit que d'un côté, on va être en kilos équivalent d'uranium et de l'autre côté, en kilos équivalent de cobalt. Et donc, bien sûr, ça ne sera pas comparable facilement. Il faudra faire une petite manipulation pour pouvoir comparer ces résultats. Le choix de la méthode est totalement libre à l'auteur et c'est à lui de déterminer quelle est la plus appropriée selon son étude, de nouveau en fonction de la représentativité géographique, mais aussi de la précision que peut apporter certaines méthodes par rapport à d'autres, et bien sûr en fonction des impacts qu'il souhaite étudier, car toutes les méthodes donc, ne présentent pas toutes les mêmes impacts. Certaines vont en présenter 6 ou 7, d'autres en présenteront 14. Et donc, en raison de cela, l'auteur peut également choisir de se focaliser sur certains indicateurs
qu'il jugera pertinent, tandis que d'autres ne le seront peut-être pas. Par exemple, l'indicateur d'impact radiation ionisante résulte principalement de l'énergie nucléaire. Et donc, dans le cas d'une étude pour des process agricoles, ce n'est pas un indicateur qui est vraiment pertinent. Et donc, certains auteurs qui travaillent sur ce sujet peuvent choisir de l'écarter. Il est également possible, avec certains logiciels, donc, de créer sa propre méthode en choisissant de combiner des indicateurs existants et en piochant ce que l'on juge pertinent à gauche, à droite. Et donc, bien sûr, ça peut également être plus difficile donc, pour le lecteur de comparer une méthode, je dirais, créée de toutes pièces avec une méthode conventionnelle. Ces différents indicateurs d'impact, ils peuvent se présenter sous deux formes. L'une qu'on appelle catégorie midpoint ou intermédiaire, tandis que l'autre seront des catégories endpoint, soit des catégories de dommages. Et donc, les catégories intermédiaires sont en fait plus détaillées et se regroupent en catégories de dommages pour présenter, donc, par exemple, des résultats agglomérés et donc avoir parfois une meilleure lisibilité de ces résultats. De nouveau, c'est la méthode qui détermine comment et avec quelle pondération les catégories midpoint seront agglomérées en catégorie endpoint. Comme on peut le voir sur ce graphe, on peut parfois avoir des échelles négatives, c'est-à-dire qu'un résultat négatif représente un impact évité. C'est donc une bonne chose. Par exemple, on peut avoir des kilos de CO2 équivalents négatifs, ce qui signifie que cet impact a été évité, par exemple, par la capture du carbone dans le sol par des plantes. On en arrive maintenant à l'étape 4, à savoir l'étape d'interprétation des résultats. Les logiciels et même si on travaille sous Excel, donc on obtient bien souvent des résultats sous forme de tableaux pour chaque indicateur d'impact dans son unité respective. Ces résultats peuvent être exprimés graphiquement, comme je vous l'ai montré, selon différentes structures, différents affichages graphiques qui sont totalement libres au choix de l'auteur et dépendent de la manière qui sera la plus valorisante pour les résultats que l'auteur souhaite exprimer. Par exemple, pour mettre en avant quelle étape du cycle de vie impacte le plus les différents indicateurs. Mais on peut également travailler en termes de composants. Quel élément de l'inventaire sera le plus impactant dans une étape donnée ou sur l'ensemble du cycle de vie également. Et également, selon une analyse comparative, est-ce qu'on peut dégager une tendance sur l'ensemble des impacts qui va permettre de déterminer si l'un des produits ou processus sera meilleur que l'autre. Et donc, pour cette phase d'interprétation, afin de donner un avis construit critique, les bonnes pratiques de l'ACV recommandent la réalisation d'une étude de sensibilité d'une part et d'autre part d'une étude d'incertitude. Ces deux études se réalisent indépendamment. La première, donc l'étude de sensibilité, a pour but d'évaluer l'influence des hypothèses choisies dans le cadre de l'étude des résultats. Donc, les hypothèses qui seront émises au début dans la première étape, qui est la définition du cadre et des limites de l'étude, seront évaluées ici lors de l'étude de sensibilité pour s'assurer que les hypothèses ont un effet qui reste limité sur les résultats.
et donc ne conditionne pas entièrement le résultat. C'est-à-dire qu'une hypothèse ne sera pas 100% responsable de la validité des résultats de la CV. Par exemple, on peut ainsi comparer la différence des résultats suivant le choix d'allocation qui a été effectué. Comparer quel serait, si l'on a choisi l'allocation économique, quel serait le résultat avec l'allocation massique, par exemple, et voir ainsi si le résultat change du tout au tout ou pas. Mais on peut également, par exemple, faire varier la durée de vie du produit, qui est également une des hypothèses qui sera définie lors de la première étape. Peut-être que le résultat ne sera pas très positif pour l'environnement si on considère que le produit a une durée de vie de 5 ans, alors que si on allonge sa durée de vie à 20 ans, on se rend compte que là, les résultats sont très positifs. Et de nouveau, ces différentes hypothèses qui sont soumises à l'analyse de sensibilité se font selon l'appréciation de l'auteur de l'étude. Et donc, c'est également un point auquel il faut faire attention. Et il est parfois bon de remettre en doute certaines hypothèses qui ont pu être prises, même si l'auteur ne l'a pas fait lui-même. L'étude d'incertitude vient ensuite sur la variabilité qui peut découler des données utilisées. Certaines données sont parfois approximatives, tant géographiquement que en termes de précision, parce que voilà, simplement la réalité de terrain fait qu'il est parfois difficile d'obtenir des données précises ou parce qu'elles sont absentes des bases de données simplement. Et donc, pour pouvoir s'assurer que malgré cette variabilité, les résultats sont significatifs, il y a deux approches possibles. La première, c'est l'analyse de Monte-Carlo, qui est une méthode statistique, purement mathématique, qui va faire varier de manière itérative chaque donnée de l'inventaire selon un intervalle qui lui est propre. Dans les bases de données que l'on peut trouver associées au logiciel d'ACV, généralement, cet intervalle d'incertitude est compris avec l'élément de l'inventaire. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de le définir vous-même. Et donc, la méthode, à chaque itération, va faire varier la valeur que vous lui avez donnée, un peu plus, un petit peu moins, et fera sur un nombre conséquent d'itérations le bilan sur la variation des résultats pour dire, ben voilà, après 10 000 itérations, je me rends compte que en fait, la variabilité de mes données est tellement importante que c'est impossible de conclure. Ou peut-être que voilà, finalement, mes données, à l'inverse, sont tellement proches que si on compare deux produits, les résultats sont tellement proches l'un de l'autre qu'on ne peut pas conclure non plus si l'un est meilleur que l'autre. Et donc, c'est grâce à cette analyse d'incertitude que l'on va pouvoir déterminer cela. La deuxième méthode est une analyse semi-quantitative que l'on qualifie du jugement d'expert, c'est-à-dire basée sur les observations de la communauté scientifique spécialisée en analyse de cycle de vie. Et donc, il s'agit de pourcentages qui ont été communément admis par la communauté scientifique pour déterminer si un résultat est significatif. Par exemple, on dit que sur les indicateurs liés au changement climatique ou au réchauffement climatique, on considère qu'une variation de 10% est un résultat significatif. Et donc, voilà, il y a différentes références qui sont comme ça communément acceptées pour les différents types d'impact. C'est donc une méthode plus empirique que, bien sûr, celle de Monte-Carlo. Les logiciels ACV, donc je vous en parle depuis le début. Il y en a plusieurs. Ici, j'en ai repris seulement 3 exemples.
Le premier, c'est celui que nous utilisons chez Valbium. C'est Cimapro, qui est un logiciel qui est très largement utilisé mondialement et qui donne accès à différentes bibliothèques de données, notamment EcoInvent, qui est également mondialement reconnu et qui contient énormément de données. Les méthodes dont je vous ai parlé sont également comprises dans ce logiciel et donc permettent de comparer différentes méthodes entre elles. Ensuite, on retrouve également un logiciel très utilisé qui est Gabi, qui est plus orienté pour les procédés industriels et qui dispose également de nombreuses méthodes d'évaluation et bases de données telles que EcoInvent, comme on retrouve dans Cimapro. Ces deux logiciels, Cimapro et Gabi, sont des logiciels payants. Donc, il y a une licence qui est payante et qui comprend également la maintenance et la mise à jour du logiciel et des données. Mais des options gratuites existent également, par exemple le logiciel open source OpenLCA. Mais il faut faire attention avec ce type de solution car l'utilisation du logiciel en elle-même est gratuite, mais les bases de données ne sont pas fournies gratuitement. Donc, ça peut engendrer vite des coûts qui finalement rejoignent ceux des logiciels payants. À travers votre analyse de cycle de vie, Valbium peut vous accompagner avec notamment une aide de première ligne que je vais vous présenter maintenant. Le premier service que nous pouvons vous apporter, c'est le diagnostic, c'est-à-dire faire l'analyse de vos besoins et définir ensemble cette première étape de définition des objectifs et des limites de l'étude pour pouvoir obtenir des résultats qui soient cohérents et pertinents par rapport à vos besoins, tout en étant bien sûr d'une rigueur scientifique nécessaire. Avec cette définition des objectifs et des limites, nous pouvons vous aider à rédiger un cahier des charges pour la réalisation d'une analyse de cycle de vie par un prestataire. Et nous pouvons également vous accompagner avant la réalisation de la CV en tant que telle pour la préparation de votre inventaire. Car le mieux, bien entendu, est de réaliser une collecte des données sur le terrain, c'est-à-dire au sein de votre entreprise. Mais il est également possible de voir avec vous quelles données sont déjà existantes si vous ne les possédez pas en interne et le cas échéant, quel serait le coût d'achat de ces données. Une fois ce cahier des charges réalisé, nous vous proposons donc en partenariat avec le CRA ou l'Université de Liège de réaliser votre analyse de cycle de vie et nous vous proposerons alors le partenaire le plus adéquat en fonction de vos besoins, en sachant que donc, le Centre de recherche agronomique de Wallonie est spécialisé en analyse de cycle de vie lié au milieu agricole et donc plutôt tout ce qui sera produit bio-basé ou agro-basé. Tandis que l'Université de Liège est donc du service d'ingénieur en chimie, et donc plus spécialisé en procédés industriels. Dans un second temps, lorsque vous aurez réalisé votre analyse de cycle de vie, eh bien, ce serait fort dommage de s'arrêter là. L'intérêt est de mettre en œuvre des actions concrètes et pertinentes, bien sûr, pour réduire votre impact grâce aux résultats que vous aurez obtenus. Et c'est là, de nouveau, que Valbium peut vous venir en aide en mettant en place avec vous un plan d'action qui permettra de structurer ces différentes étapes, qu'il s'agisse d'éco-conception ou autre.
mais également de valoriser vos résultats grâce à une stratégie de communication. En effet, nous avons ici une cellule communication qui est spécialisée dans la mise en valeur des résultats issus donc de toute transformation biomasse. Et nous pouvons donc vous aider à mettre en place une communication efficace sur base des résultats que vous aurez obtenus lors de votre analyse de cycle de vie. Et cette communication, eh bien, elle passe également par le respect de normes ISO, de la famille 14000 également, comme présenté tout à l'heure. Ici, la norme ISO 14021, qui invite donc les entreprises qui souhaitent réaliser une communication environnementale à respecter différents principes, à savoir une communication pertinente, exacte, vérifiable et non trompeuse. Et afin de mettre correctement en œuvre cette communication, Valbium vous propose donc un accompagnement. La troisième offre de service que nous vous proposons, c'est donc la formation. Cette formation peut être individuelle ou en groupe et se fait sur mesure selon vos besoins et les compétences de votre équipe. Il peut s'agir d'une formation que ce soit au principe d'ACV, donc pour aller un peu plus en avant par rapport aux techniques et aux principes que je vous ai exposés aujourd'hui. Mais ça peut être également de la sensibilisation ou un brainstorming avec vos équipes pour discuter des actions possibles au sein de votre entreprise pour mettre en place une stratégie RSE et réduire votre empreinte carbone. Nous allons maintenant passer à la séance de questions et réponses. Je vous invite donc à poser vos questions-réponses dans le petit onglet qui se trouve donc dans le bas de votre écran. Alors, je vois déjà la première question. Donc, existe-t-il des abacs et tableaux pour retrouver les pondérations d'impact dans le cadre d'une analyse sur Excel, par exemple? Oui, donc il existe, je pense, de la documentation qui peut vous aider à connaître quelle méthode va appliquer quelle pondération d'impact. Ce sont des documents qui sont disponibles dans la littérature scientifique. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, je vous invite donc à m'écrire un mail et je pense pouvoir vous fournir les documents adéquats. Pour la seconde question, je vois donc quel est le prix de CIMAPRO et de Gabi. Eh bien, ça dépend en fait de ce que vous souhaitez, du nombre de licences qui est prévu. Donc, il y a différentes formules avec ce type de logiciel. Vous pouvez avoir une licence étudiant ou doctorant, académique ou professionnel pour la réalisation de prestations de services, par exemple. Et donc, les prix sont assez variables quand même, mais on peut compter, par exemple, pour CIMAPRO, de l'ordre de 5 000 € annuels. C'est vraiment une première tranche pour une licence. Bien sûr, forcément, plus vous allez en acquérir, plus le prix sera dégressif. Alors, est-ce pertinent de réaliser une ACV sur un process développé à l'échelle laboratoire où l'ACV n'a de sens qu'à échelle pilote ou industrielle? Eh bien, effectivement, une analyse ACV à l'échelle laboratoire ne serait pas très représentative des émissions qui pourraient être issues du process industriel. Et donc, une ACV à l'échelle industrielle est toujours préférable.
Cependant, si l'on se concentre sur les bilans de matière et que ceux-ci restent identiques à l'échelle industrielle, on pourrait considérer une ACV partielle. Et donc, cela, bien sûr, sera à définir lors de la première étape du cadre et des limites du système. Mais voilà, l'idéal est bien entendu de prendre en compte tous les flux, à savoir également les flux énergétiques qui seront donc représentatifs de la production industrielle. La question suivante, donc, quel est le prix de votre expertise pour aider dans le développement d'une ACV? Eh bien, nous fonctionnons avec des devis en fonction de la demande, c'est-à-dire que nous allons proposer une offre avec une tarification horaire qui serait en fonction de la complexité de votre demande, aux alentours de entre 400 et 500 euros, je dirais, la journée. Alors, la question suivante est, dans le cadre des constructions biosourcées qui impliquent habituellement des traitements chimiques des bioajouts, comment quantifiez-vous les critères? Je dois dire que je ne comprends pas exactement la question. Donc, si la personne qui l'a posée pouvait préciser de quels critères exactement il s'agit, les critères qu'il souhaite quantifier. Ensuite, je vois donc en quoi consiste l'ACV partielle. Ce que j'appelle une ACV partielle, c'est-à-dire que, comme je le disais, par exemple, à l'échelle laboratoire, on n'aura pas une représentativité exacte de ce que serait la production du produit à l'échelle industrielle. Et donc, on pourra seulement avoir une première idée, une première indication des impacts qui seraient liés à la production de ce nouveau produit, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je qualifie cet ACV de partiel, étant donné que, vu le stade laboratoire, il sera difficile d'avoir des données complètes. Alors, comment évaluer la fin de vie à l'échelle laboratoire? C'est une bonne question. Eh bien, il y a différents scénarios qui sont envisageables. En fait, l'avantage d'une étude au stade laboratoire, c'est qu'il y a encore toutes les possibilités à envisager. Et donc, on peut à ce moment-là réaliser différents scénarios et comparer ces scénarios entre eux pour déterminer quel serait le scénario de fin de vie le plus souhaitable selon les différents indicateurs d'impact considérés. On peut également, donc je vois la question, proposez-vous des formations à des étudiants en doctorat? On peut tout à fait envisager des formations pour des doctorants, ça me paraît tout à fait réalisable. Et à ce moment-là, je vous propose de me recontacter par mail pour discuter un petit peu plus des modalités. Pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. En attendant, je vais lancer donc le petit sondage qui vous permettra de nous faire un retour sur vos impressions vis-à-vis de ce webinaire. Alors ici, j'ai une question assez précise donc, sur le traitement de la paille par du silicate pour améliorer la sensibilité hydrique. Eh bien, comment pondérer l'impact de ce silicate? Eh bien, en prenant en compte vraiment l'ensemble des étapes du cycle de vie, donc de l'extraction
de la culture, de la paille, de la production du silicate et l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc ici, si je comprends bien, il s'agit de matériaux de construction. Et donc, il faudra voir quelle est la quantité donc, qui est incorporée au matériau qui est utilisé. Et on pourra à ce moment-là quantifier l'impact de ce silicate sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous invite donc à compléter le petit sondage. Et donc, nous allons tout doucement clôturer ce webinaire lorsque tous les participants auront voté. Je vois une dernière question ici. Est-ce que donc la pondération des impacts prend en compte les réalités africaines? Eh bien, donc tout dépend de la méthode qui est considérée. Certaines méthodes ont des spécificités géographiques et donc à ce moment-là, il est recommandé de choisir une méthode qui tient compte, ici si on est sur la région africaine, eh bien de prendre en compte une méthode qui tient compte de cela. Par exemple, la méthode ILCD que j'ai mentionnée tout à l'heure est spécifique et plus spécialisée, en tout cas pour la région européenne. Donc, il faut à ce moment-là chercher une méthode qui est plus adaptée pour cette région. Si notre intérêt, et peut-être mettre ta slide de contact. Vous pouvez retrouver ici donc, sur le dernier slide mes coordonnées si vous souhaitez donc, de plus amples informations sur l'analyse de cycle de vie ou pour répondre à des questions plus précises. N'hésitez pas et je vous remercie pour votre participation. Ce fut un plaisir de vous accueillir virtuellement aujourd'hui. Et je vous remercie donc pour votre participation également au sondage. Je vous invite à quitter donc, finalement ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt.